Bonjour. Aujourd'hui, on se cache des enfants. On va dans un atelier comme celui-ci et on fait du bruit pour qu'ils pensent qu'on travaille. Là, je vous vois arriver. Monsieur, comment on fait des enfants? C'est simple. On va en laboratoire. En laboratoire, on peut faire des enfants. Comment? Depuis 1978, on a inventé la fécondation in vitro. C'est un procédé par lequel on implante un spermatozoïde dans un ovule en laboratoire dans le but de le féconder. L'ovule ensuite va être fécondé par le spermatozoïde et réinséré dans l'utérus de la femme. Et c'est comme ça qu'on fait des enfants. Donc, comme je disais, on va ici prélever un ovule des ovaires de la madame, prendre les spermatozoïdes du monsieur, faire la fécondation in vitro, donc dans un laboratoire à l'extérieur du corps. Quelques jours plus tard, on va avoir un embryon avec plusieurs cellules et ensuite de ça, transférer cet embryon-là dans l'utérus de la mère. Pourquoi faire ça comme ça plutôt que de la bonne vieille méthode? Parce que, il peut y avoir plein de raisons. Soit que les spermatozoïdes ne sont pas capables de nager aussi bien que Michael Phelps, ou qu'il y a un problème de la libération des ovaires chez la femme. Ça peut être plusieurs raisons différentes. Depuis maintenant quelques années, il y a une autre chose qui s'appelle le diagnostic préimplantatoire. Vous êtes supposé avoir travaillé dessus il y a quelques semaines, mais je le réexplique. C'est qu'au lieu de faire seulement un embryon, on va en faire plusieurs de la même méthode. C'est-à-dire, on va prélever plusieurs ovules de la femme, on va prélever plusieurs spermatozoïdes, on va faire plusieurs fécondations distinctes. D'habitude, entre le 3 et le 5e jour, on va prendre une des cellules de l'embryon et l'examiner. Les embryons qu'on va juger souhaitables ou acceptables, c'est eux qu'on va implanter. La différence avec la fécondation in vitro, donc, c'est que il n'y a pas, dans la fécondation in vitro, c'est encore le fruit du hasard. Alors que dans le diagnostic préimplantatoire, il va y avoir une sélection faite en se basant sur l'ADN du futur enfant. Pourquoi utiliser cette technique du DPI plutôt que le hasard? Mais la plupart des cas, c'est qu'on veut éliminer que les embryons naissent avec des maladies génétiques qui sont héréditaires. Donc, si vous êtes un parent et que vous avez une maladie génétique héréditaire, vous ne souhaitez pas imposer cette douleur-là à votre enfant. Donc, vous pourriez faire le DPI. Dans certains cas, par exemple, de cancers du sein qui sont très agressifs et qui sont génétiques, on pourrait faire le DPI et sélectionner seulement les embryons masculins à être implantés. Ceci dit, c'est pas parce que tu fais cette technique que l'enfant ne sera pas du tout malade. D'ailleurs, les garçons peuvent aussi attraper le cancer du sein ou le développer plus tôt. C'est quoi les problèmes avec le diagnostic préimplantatoire si ça évite potentiellement des maladies? Ben, c'est qu'on pourrait choisir l'embryon pour des critères qui sont esthétiques et donc éliminer d'autres embryons qu'on juge qui seraient potentiellement laids. Et ça, on se base sur un critère à la fois, genre, lui a les yeux bleus, j'aime ça, je jette donc les embryons que j'ai construits qui ont les yeux bruns. On pourrait faire la même chose avec le sexe. Je choisis les garçons. On sait que dans le monde, ça s'est fait souvent au cours du 21e siècle et du 20e siècle, entre autres en Chine et en Inde. On pourrait choisir des embryons selon la mode. En ce moment, c'est le fun d'avoir les cheveux bruns. Fait qu'on jette tous ceux qui ont les cheveux blonds. Et finalement, on empêche la vie à des embryons qu'on considère malades. Et là est le problème. C'est quoi qu'on considère malade? C'est quoi qu'on considère avantageux ou pas? Est-ce que les trisomiques, par exemple, n'ont pas le droit de vivre? Est-ce que les nains n'ont pas le droit de vivre? Jusqu'à où on pousse cette technologie-là pour interdire donc la vie à du monde qu'on juge pas comme les autres? Comme je l'ai dit, dans certains pays, c'est tout à fait légal. En Chine, aux États-Unis, il n'y a pas de problème à utiliser cette technologie-là, même pour des raisons esthétiques. Au Canada, par exemple, la loi sur la procréation assistée encadre cette technique. L'article 5, d'ailleurs, dit que tu n'as pas le droit d'utiliser cette technique pour choisir le sexe de l'enfant, sauf pour des raisons médicales. Par exemple, dans le cas de cancer du sein, où je vous parlais plus tôt. Au Québec, il y a juste les maladies graves qui peuvent faire l'objet d'un DPI. Et quand c'est pas clair, les parents peuvent aller voir un bioéthicien. C'est-à-dire que si dans la liste des maladies, il n'y a pas celle que tu souhaites que ton enfant n'ait pas, tu peux aller voir le comité de bioéthique de ton hôpital et c'est eux qui vont voir s'ils te permettent ou pas que ton enfant naisse avec ce problème-là ou cette maladie-là. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des parents qui vont inventer des maladies ou des problèmes alors qu'elle s'en est pas vraiment.
Un autre repère, c'est celui du code criminel, qui dit qu'un enfant devient un être humain au sens de la présente loi lorsqu'il est complètement sorti vivant du sein de sa mère. Bien sûr, les enfants ne sortent pas des seins de leur mère. C'est une expression. Qui a respiré ou non, qui a une circulation indépendante ou non, que le cordon ombilical soit coupé ou non. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tant qu'il est dans le ventre de la mère, c'est pas un être humain techniquement. La raison pourquoi la loi est écrite comme ça, c'est pour permettre, entre autres, l'avortement. Ce qui fait que, légalement, donc, on peut construire des embryons et les détruire pour les raisons non souhaitables qu'on va déterminer ensemble. Je vous donne d'autres repères que vous pouvez d'ailleurs trouver à la page 98 de votre cahier d'éthique. Selon l'Église catholique, bien sûr, c'est pas souhaitable, parce qu'un être humain est en vie dès que le spermatozoïde a fécondé l'ovule. Donc, on ne peut pas tuer des embryons qu'on juge non souhaitables. D'ailleurs, il croit que l'Église chrétienne croit que l'humain a été créé par Dieu à son image. Donc, la vie a un caractère sacré. Tu ne peux pas détruire des embryons. L'Église dit aussi que si on vise la création d'enfants parfaits, ce qu'on fait, c'est qu'on encourage la discrimination envers les handicapés. Chez les églises protestantes, il n'y a pas une hiérarchie aussi claire que dans l'Église catholique chrétienne avec le pape à la tête. Donc, il y a une grande variété de croyances à ce sujet. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui vont croire que non, tu ne devrais pas le faire. Inversement, il y a certaines autres églises protestantes qui vont croire que si Dieu nous a donné le pouvoir d'agir et de réfléchir en manière de génétique, ça veut dire que ça fait partie de nos libertés et que c'est donc, on a le champ libre à ce sujet, puisque bien sûr, Dieu n'a pas parlé de génétique. Comme on a vu donc, c'est quoi les enjeux? Ben, c'est sûr, le premier enjeu, c'est la santé. Mais il y a aussi l'enjeu de l'égalité. Je rappelle qu'avec des techniques comme ça, on pourrait créer différentes classes d'êtres humains, donc des classes qui sont sélectionnées et d'autres non. Je suggère d'ailleurs le film Gattaca, qui est très difficile à trouver en ce moment, mais qui résume un peu ce qu'est une situation où des pays seraient normalisés. On parle de performance aussi parce qu'on pourrait améliorer certaines performances en sélectionnant les enfants les plus avantagés sur les autres. Certains pourraient parler d'immortalité. Bien sûr, c'est plus dans le cas de CRISPR ici que dans le cas du DPI. Et la nature, parce qu'en ce moment, on fait une sélection que la nature ne fait pas. Je vous parle maintenant d'eugénisme. Je vous rappelle que l'eugénisme, c'est les méthodes et les pratiques qui visent à transformer le patrimoine génétique humain, dans le but de le faire tendre vers un idéal déterminé. Ça peut être comme dans le cas d'Hitler, où il y avait des interdictions de mariage entre juifs et non-juifs, de reproduction. Les juifs, à un certain moment, n'avaient plus le droit de faire d'enfants. Ça peut être de la stérilisation, comme ça s'est fait dans plusieurs pays au début du 20e siècle, jusqu'à des années 70, où on stérilisait les gens qu'on jugeait malades mentaux, incluant des femmes qu'on jugeait hystériques, alors qu'elles avaient juste beaucoup d'émotions. Ça peut être aussi l'inverse, c'est-à-dire de façon positive. On vous encourage à avoir des conjoints ou des conjointes avec tel trait parce que c'est souhaitable. Pourquoi est-ce que des pays, ça peut être de l'eugénisme? Parce que, comme on a dit, on choisit des embryons et donc on jette aux poubelles d'autres embryons et donc on fait tendre notre enfant vers un idéal génétique déterminé. Ça dépend aussi de votre interprétation de c'est quoi la santé. Si vous jugez qu'un enfant en santé, c'est pas de l'eugénisme, ben ça dépend de c'est quelle maladie que vous voulez prévenir, encore une fois, ou quelles conditions. Si c'est une maladie qui mettrait fin dans les 5 premières années, c'est quelque chose. Si c'est une maladie ou une condition, par exemple la trisomie 21, qui alourdit la tâche d'être un parent et rend le bonheur différent d'un bonheur de quelqu'un d'autre, c'est une question de point de vue. Ça termine ma présentation sur les DPI. Si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à les poser ou à aller faire vos recherches. Et comme je disais, ce n'est pas une technologie du futur, ça existe au Canada et ça existe ailleurs dans le monde. Merci et bonne semaine.